بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا Muhammad wa alihi wa sallam taslima kathira amma ba'd. Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette deuxième vidéo qui entre dans le cadre de la série de vidéos entamées dans le but de vous faciliter la compréhension du module et de vous accompagner ainsi afin de garantir votre réussite dans les prochaines épreuves. Dans la vidéo précédente, je vous ai présenté succinctement le module éthique et déontologie à travers 5 volets dans lesquels on a eu une vue d'ensemble du module à travers la charte de la déontologie et de l'éthique universitaire de 2023. Aussi, nous avons fait un survol rapide sur les 7 thèmes prévus dans le module et qui sont, en résumé, les notions fondamentales d'éthique et de déontologie universitaire que nous allons développer dans cette vidéo. On a parlé aussi des différentes sources de ces 4 notions. Après, on a parlé du concept de la franchise universitaire avant de voir les valeurs universitaires, les droits et devoirs des membres de la famille universitaire, les relations universitaires et enfin les bonnes pratiques universitaires. On a aussi énuméré les compétences ciblées et recherchées chez l'étudiant à travers ce module et qui visent d'une manière générale à vous former sur le plan académique, professionnel et sociétal. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le premier thème intitulé notions fondamentales où nous allons explorer 4 notions de base et de référence, mais je dirais surtout indispensables pour la compréhension des thèmes qui vont suivre, puisque ce sont des notions qui vont se répéter d'une façon continuelle tout au long du programme. Donc c'est pour ça qu'il est fortement recommandé de suivre ce cours avec intérêt et attention. Donc le cours est divisé en 2 chapitres. Nous allons voir dans le premier chapitre la définition des 4 notions fondamentales qui sont la définition de l'éthique, la définition de la morale, la définition de la déontologie et enfin dans la 4e section nous allons voir la définition de la règle de droit. Le deuxième chapitre est réservé à la distinction entre toutes ces notions. Donc dans la première section nous allons tenter de distinguer l'éthique de la morale. Dans la seconde section on va voir les différences entre l'éthique et la déontologie. Enfin, dans la 3e section, nous allons voir la distinction entre la morale et la règle de droit. Donc là, je vous ai illustré les chapitres de ce cours ainsi que ces sections dans cette mind map afin de vous aider à garder ce schéma en mémoire. Donc maintenant, focus sur les détails. Donc voilà, dans cette première section, nous allons explorer la notion de l'éthique à travers son étymologie et sa définition avant de voir quelques exemples. Donc le mot éthique trouve son origine dans le grec ethos qui veut dire manière de vivre. Ce sont les philosophes grecs, entre autres Socrate, Platon et Aristote, qui ont mis les bases de l'éthique comme étant une branche de la philosophie aux côtés de la morale et de la logique. De cette origine, donc, on peut définir l'éthique comme étant une réflexion critique et rationnelle sur les différentes règles qui régissent nos actions. Elle ne se contente pas de suivre ou d'imposer des règles établies, mais elle cherche à les interroger, à comprendre leurs fondements et à évaluer leur pertinence dans des situations spécifique. L'éthique s'élabore dans une démarche personnelle d'analyse et de questionnement. Un questionnement qui s'interroge sur ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il met en avant la capacité de chaque individu à raisonner pour choisir parmi différentes options, celle qui semble la plus juste ou la plus pertinente en fonction du contexte. C'est une réflexion donc qui reflète nos valeurs, nos principes et nos pratiques de chaque instant. L'éthique cherche toujours une réponse à la question « Que dois-je faire ?» Donc voilà, retenez ça comme étant un repère. Le questionnement éthique cherche toujours la réponse à la question « Que dois-je faire ?» devant une situation imposant un choix entre souvent 2 décisions extrêmement délicates et extrêmement contradictoires. L'éthique n'est pas donc une science comme la biologie, comme la géologie, je dirais, et la physique, etc. Elle n'est non plus une action ou une interaction, mais plutôt un questionnement et une réflexion qui vous guide dans vos actions et vos décisions pour distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Donc voilà, c'est cette nature réflexive de l'éthique qui justifie sa présence dans tous les domaines de la vie, puisque le questionnement humain n'a pas de limite. Donc c'est de là qu'on parle de l'éthique, par exemple l'éthique environnementale, l'éthique numérique, l'éthique médicale, etc. Donc dans un cas
concret. Vous avez devant vous un ami qui vous demande une somme d'argent pour l'aider à rembourser une dette, alors que vous savez pertinemment qu'il est fort probable que cet argent soit utilisé pour une addiction. Le questionnement éthique qui se pose dans ce cas, c'est que allez-vous donner cette somme d'argent à votre ami ou vous n'allez pas le faire, même si cela peut altérer votre relation avec votre ami. Donc dans un deuxième cas, vous découvrez qu'un membre de votre famille ment souvent pour influencer un autre membre de votre famille plus vulnérable. Donc le dilemme éthique qui se pose ici, c'est que allez-vous dénoncer ces mensonges, ces influences sur ce vulnérable pour le protéger, même si vous savez que cette dénonciation va à coup sûr déchirer et diviser votre famille. Voilà, donc dans un troisième cas plus concret, je dirais, et professionnel, un médecin qui se trouve devant une situation complexe, devant un malade au stade terminal, va-t-il dire la vérité à ce patient ou non pour éviter son effondrement moral et psychologique? Voilà donc en quelques mots, retenez que l'éthique n'est ni une science, ni une action, ni même pas une interaction, mais plutôt une réflexion et un questionnement qui guide vos actions pour choisir ce qui est bon de ce qui est mauvais, pour distinguer le bon du mauvais. Voilà, on passe à présent à la deuxième section où nous allons explorer la notion de la morale à travers son étymologie et sa définition avant de voir quelques exemples. Donc l'origine du mot morale vient du latin moralis ou mores qui veut dire lié ou relatif à la coutume ou aux mœurs. Ce terme était utilisé pour désigner les principes qui régissent les comportements des individus dans une société donnée, en particulier les règles de conduite relatives au bien et au mal. Donc le mot morale remonte à la notion de mœurs, ce qui reflète l'ensemble des règles et des pratiques qui définissent un comportement jugé approprié dans une culture ou une société donnée, se référant aux mœurs. Donc, si on vient à définir la notion de la morale se référant à cette étymologie, on peut avancer que la morale est un ensemble structuré de principes, de normes et de règles qui permettent à un individu ou à une communauté de distinguer ce qui est considéré comme étant bien ou mal, de distinguer ce qui est considéré comme juste ou injuste, ou encore ce qui est reconnu comme étant acceptable ou inacceptable. Il constitue donc un système normatif qui guide les comportements humains en se basant sur des valeurs établies par la tradition, la culture ou la croyance religieuse. Donc par essence, la morale est souvent perçue comme universelle ou collective. Elle repose sur des conventions sociales partagées qui assurent la cohésion et l'ordre dans une société. Par exemple, dans de nombreuses civilisations, des valeurs comme l'honnêteté, la fidélité et le respect de la vie humaine sont intégrées dans la morale collective. Ces normes sont généralement inculquées dès l'enfance par le biais de l'éducation et par le biais de l'enseignement ou de la pratique religieuse, ce qui fait que la morale est perspective. Donc la morale et perspective veut dire aussi qu'elle pose des règles et des principes pour maintenir l'harmonie sociale. Ainsi, elle a une vocation universalisante, cherchant à surpasser les différences individuelles pour établir un cadre commun de conduite. Donc voilà, cependant, ce caractère universel peut être nuancé par des variations culturelles et historiques, de sorte que ce qui est jugé moral dans une société donnée peut juger immoral dans une autre société. Donc voilà, par exemple, les pratiques liées au mariage où la justice diffère d'une culture à une autre, bien qu'elles soient toutes ancrées et inscrites dans la conception morale propre. Donc voilà, dans le milieu universitaire, la morale aussi englobe un ensemble de normes et de règles qui guident le comportement et la conduite des étudiants, des enseignants et des autres membres de l'université. Elle est souvent influencée par les normes sociales. Donc le principe de base reste le même et ne diffère pas. Cependant, la morale peut influencer les codes de conduite de l'université, ce qui fait qu'une norme morale peut être aussi adoptée comme étant une norme déontologique ou légale si un texte de loi vient la consacrer. À titre d'exemple, un étudiant qui copie une partie de son mémoire sans citer la référence va toucher à la fois à une norme morale et à une norme déontologique relative à l'intégrité académique. Donc voilà, de la sorte, un étudiant par un comportement anormal et insolent crée un environnement hostile et stressant pour les autres, constitue à la fois une atteinte aux règles morales de respect et de tolérance et du bien-être, et aussi à la règle déontologique du maintien de l'ordre au sein de l'université.
Dans cette troisième section réservée à la déontologie, nous allons aussi voir son étymologie et sa définition. Mais pour faire le lien entre la déontologie et son domaine d'étude, je vous ai mis ici cette icône emblématique de la profession médicale qui est la blouse blanche pour vous dire que le domaine de recherche ou d'intérêt de la déontologie est bel et bien un domaine professionnel. Donc voilà, le mot déontologie trouve aussi son origine dans le mot grec déon ou déontos qui veut dire devoir ou ce qui est nécessaire. Donc dans la philosophie grecque antique, c'est Socrate, Platon et Aristote qui ont exploré les notions de bien et de devoir, portant ainsi les bases de l'éthique et des obligations humaines. Donc voilà, par étymologie, le mot déontologie fait référence à un devoir professionnel, ce qui nous mène à la définir comme étant un ensemble de règles et de devoirs qui régissent l'exercice d'une profession ou d'une fonction dans le respect des principes éthiques propres à un domaine spécifique. Il s'applique à des situations concrètes et se distingue par son caractère normatif en codifiant les comportements jugés acceptables ou inacceptables. Dans cette quête, la déontologie est fondée sur plusieurs principes fondamentaux tels que la responsabilité individuelle et collective, l'intégrité et l'honnêteté, la confidentialité et le respect de la vie privée, l'impartialité et la neutralité. Voilà, donc chaque domaine professionnel a ses règles de déontologie codifiées dans un code appelé code de déontologie qui le régit. C'est de là qu'on dit le code de déontologie des médecins, le code de déontologie des avocats, etc. Donc à titre d'exemple, on cite traditionnellement le serment d'Hippocrate pour définir les règles déontologiques et médicales, bien qu'il n'ait pas une valeur juridique. Donc je vous reprends ici le texte du serment afin que vous ayez une idée générale sur le contenu ou le sujet d'une règle de déontologie. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leur conviction. J'interviendrai pour les protéger s'ils sont affaiblis, vulnérables ou menacés dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité. Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Voilà, donc c'est la fin du texte du serment d'Hippocrate qui reste un serment de base mais non contraignant. Mais voilà, la plupart de ces règles sont déjà reconduites par le code de déontologie médicale, donc qui s'applique d'une manière obligatoire sur les professionnels de la médecine. Dans le milieu universitaire maintenant, c'est la charte de la déontologie et de l'éthique universitaire qui définit les obligations et les devoirs des membres de la communauté universitaire. Donc la charte 2023 vous a imposé à vous en tant qu'étudiant un ensemble de devoirs que je vous résume ici. Donc, vous avez déjà l'obligation de fournir des informations exactes et précises lors de vos inscriptions. Vous avez aussi le devoir de respecter la réglementation et le règlement intérieur de l'université ainsi que la charte de déontologie et d'éthique universitaire en vigueur qui est la charte de 2023. Vous avez aussi l'obligation de respecter la dignité et l'intégrité des membres de la communauté universitaire. Vous devez aussi respecter le droit à la liberté d'expression et d'opinion. Il vous est aussi
aussi interdit d'entraver le bon fonctionnement de l'établissement universitaire. Vous devez aussi respecter en conséquence le droit de tous les membres de la communauté universitaire d'accéder à l'exercice de leurs activités et fonctions. Et là, c'est important, vous avez aussi l'obligation et le devoir de porter une tenue vestimentaire décente. Et enfin, l'étudiant doit s'interdire de recourir à la fraude et au plagiat académique. Donc, en cas de manquement à l'un ou plusieurs de ces devoirs, vous serez exposé aux sanctions prévues par cette même charte. En tout cas, nous allons nous étaler plus dans le chapitre réservé aux droits et aux devoirs de l'étudiant et de la communauté universitaire que nous allons traiter dans le 5e thème. Maintenant, on passe désormais à la dernière section de ce chapitre réservée à la règle de droit. Donc voilà, dans cette 4e section, on va voir la règle de droit. Donc par définition, la règle de droit est une norme juridique générale et abstraite, édictée ou reconnue par une autorité compétente qui a pour but l'organisation de la vie en société, garantir l'ordre public et réguler les comportements individuels et collectifs. Contraignante et obligatoire, il s'impose à tous sous peine de sanctions en cas de non-respect. Donc, la règle de droit, si on veut dire, c'est un ensemble d'ordres et d'interdictions par laquelle l'autorité s'adresse aux citoyens afin d'organiser la société tout en établissant des sanctions en cas d'enfreinte. À partir donc de cette définition, on peut aisément déduire ces caractéristiques. D'abord, la règle de droit est une règle de conduite sociale puisqu'elle vise l'organisation sociale et montre aux personnes ce qui est interdit en particulier et comment exercer ce qui est permis dans certains cas, comme par exemple, tout le monde a le droit de conduire un véhicule, mais ce droit est conditionné par l'obtention d'un permis de conduire. Encore, tout le monde a le droit de bâtir une maison, mais voilà, ce droit est aussi conditionné et soumis à obtention d'une autorisation ou un permis de construire. Comme deuxième caractéristique, la règle de droit est générale et abstraite. Donc générale veut dire qu'elle s'applique de manière indifférenciée à toutes les personnes qui se trouvent dans une situation déterminée sans distinction individuelle et basée sur la personne. Abstraite, donc il vise des situations types et non des cas particuliers, afin de prévoir les comportements dans un cadre impersonnel. Donc comme troisième caractéristique, je dis, la règle de droit est une règle assortie d'une sanction. Donc son non-respect entraîne l'application de sanctions, qu'elles soient pénales, civiles ou administratives, par l'autorité compétente. Et c'est cette caractéristique justement qui fait de la règle de droit la règle de conduite la plus respectée, puisque son enfreinte peut conduire à de lourdes peines pénales, civiles et administratives, en particulier les peines pénales qui se traduisent par la privation de liberté, c'est-à-dire la peine de prison, et les peines pécuniaires sous forme d'amende judiciaire. Voilà donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de cette première partie du cours qu'on a traité à travers cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va passer à la deuxième partie du cours, si vous voulez, le deuxième chapitre, où on va voir les distinctions entre toutes les notions, où on va tenter de faire ressortir les différences, je dirais, substantielles qui existent entre toutes ces notions. Donc d'ici là, je vous souhaite un bon courage dans vos révisions et à très bientôt.